Donc bonjour à tous. Vous revenez tous de plénière, je suppose. C'est bien passé. Voilà. Tout bien. Vous êtes fiers d'être développeur? Non, apparemment. Donc déjà merci d'être venu à cette première session des Tech Days et de nous avoir choisis. Donc nous allons parler de la productivité XAML et en général des technologies XAML en général dans l'entreprise. Juste à titre d'info, là, qui était là l'année dernière pour la session qui avait grosso modo le même titre? Personne? Personne. Tant mieux, en fait. C'est dommage parce qu'on a une slide de récap et on s'était dit qu'on allait faire un peu d'autres sujets. Il y a vraiment personne qui était venu hier à XAML l'année dernière à XAML en entreprise. Une personne. Bon. Alors, ok, on va continuer. On va faire comme si. Donc je me présente. Donc je suis Luc Vauvan. Donc je suis consultant .NET et User Experience chez Microsoft Consulting Service. Donc mes spécialités .NET, XAML donc sur tout type de form factor, expérience utilisateur. Donc je fais aussi des études de cas, pas vraiment que du code, mais aussi comment améliorer la productivité des utilisateurs finaux en plus de celle du développement. Et puis aussi un peu de Windows Azure, mais ça c'est complètement un autre sujet. Donc juste une petite slide rapide sur Microsoft Consulting Service. Donc c'est la branche service de chez Microsoft. Donc on s'occupe de la planification, l'architecture, l'évaluation des solutions chez les clients. Donc on travaille vraiment chez les clients tous les jours. On fait également le déploiement, le développement, la stabilisation des applications. Donc c'est dans cette partie du milieu que je travaille. Donc directement dans les équipes de développement des clients. Et puis après, donc chez Service, on a aussi le support et l'opérationnel. Donc moi je me présente rapidement, je m'appelle Thomas Lebrun, je suis consultant chez Infinite Square. Mes spécialités c'est les mêmes que Luc en fait, c'est pas compliqué. Donc c'est .NET, XAML sur tout ce qui touche à XAML, donc Silverlight, WPF, Windows Phone, Surface, etc. Et un petit peu de user experience. J'essaye effectivement de travailler ce sujet-là. Voilà, j'ai la chance d'être l'auteur de 2 livres, dont un sur MVVM. S'il y a des gens qui veulent venir à la session MVVM de A à Z demain, n'hésitez pas aussi, ce sera l'occasion de découvrir des choses un petit peu sympas. Voilà, donc Infinite Square, société de service. On fait la même chose qu'MCS, mais en mieux en fait. Non, je plaisante. On est partenaire d'MCS, donc on fait effectivement la même chose, mais à des niveaux différents. Donc en gros, si vous avez besoin d'expertise sur vos projets, ou peut-être des revues, des audits, etc., ou de l'optimisation, vous appelez Infinite Square ou MCS. Voilà, c'est notre métier. Alors l'objectif de la session, c'est tout simplement de vous faire partager des petits retours d'expérience. Donc ce sont tout simplement des petites techniques éprouvées, donc éprouvées dans le sens où aussi bien Luc que moi on les a mises, on a eu la chance de les mettre en application au jour le jour, pour vous faire gagner du temps. Pourquoi? Parce que quand on est développeur, l'objectif c'est d'essayer de gagner un maximum de temps, si possible d'éviter d'avoir à écrire 2, 3, 4 ou N fois la même chose en termes de code. Donc simplement essayer de vous montrer quelques techniques qui, on l'espère, vous permettront de gagner du temps dans vos développements. Donc au niveau de l'agenda, pas de chance, personne n'était là l'année dernière, donc il y aura un petit récap de ce qu'on a vu l'année dernière. Bon, très rapide, mais toujours intéressant. Tout ce qui est behavior, visual state, les différents frameworks MVVM, on va pas tous les couvrir parce qu'il y en a plein, mais on va juste effectivement faire un petit tour d'horizon sur les plus importants. Le pattern view model locator, très utilisé typiquement avec MVVM. Ensuite, comment bien choisir ses contrôles? Est-ce qu'on prend un contrôle directement fait? Est-ce qu'on va acheter en fait une librairie de contrôle? Est-ce qu'on redéveloppe un contrôle de A à Z? Des fois, ça peut être plus intéressant. Donc voilà, quelles sont les différentes possibilités qui nous sont offertes et comment essayer de faire un choix parmi ces possibilités. Luc nous fera également sur la fin deux petits cas en fait sur l'asynchronisme. Comment faire pour avoir des applications qui soient un petit peu réactives, pas bloquer l'interface utilisateur pendant qu'on clique sur un bouton, c'est toujours un peu dommage. Et la gestion élégante des erreurs, parce que ça arrive, hein, on a une application, on peut avoir des erreurs, donc comment faire en sorte qu'elle soit un petit peu
un petit peu plus élégante qu'une message box qui dit une erreur est survenue. Donc l'année dernière, en fait, ce qu'on a vu, donc c'était une session un petit peu comme celle-ci, hein, donc rien d'extraordinaire, mais un petit tour d'horizon de l'architecture type qu'on peut avoir dans une application XAML, le terme étant un peu générique. Donc une architecture type, c'est effectivement de l'IOC pour les différents composants, donc des chargements de modules si on a une application modulaire, composite, différents services. D'accord, donc services pas au sens WCF, mais les services de ce qu'on pourrait appeler du shell, donc par exemple des services de logging, des services de workspace, des services de différents types de services. On avait également les différentes approches, donc quand on fait du MVVM, il y a différentes approches, View First, View Model First, ou une dernière qui est pas très souvent utilisée, mais qui existe, Model First. Donc tout ça, et également la partie testing, parce que on développe des applications, il faut quand même les tester. On l'a abordé en fait l'année dernière. Donc on va pas revenir dessus cette année. Si vous avez des questions... Est-ce que c'est des sujets qui intéressent des gens un peu, si je parle, je sais pas, 2-3 minutes de la modularité, parce que j'ai les slides de l'année dernière si vous voulez, parce qu'apparemment c'est pas du tout les mêmes personnes. Donc si ça vous intéresse qu'on en parle 2-3 minutes de comment faire un shell, etc. Enfin, shell c'est compliqué, mais une vue d'ensemble, levez la main s'il y a plus de 5 personnes, largement. Ok, bon je ressors les slides de l'année dernière, et puis voilà. Donc ce sera un récap un petit peu plus long. Ok, on coupera des choses. Ok, donc ça ce sont les slides de 2011. Tiens, Thomas, c'est toi qui l'avais couvert. Ah bon, c'était moi ça, je me souviens. Ouais. Par contre, il faut que je regarde mes slides parce que. Ok, donc ça évidemment c'était l'architecture type d'une application Silverlight, WPF ou autre. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement effectivement un shell. Donc ce qu'on va appeler le shell, ça va être votre application. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça un shell ? Tout simplement parce que on part du principe que dans cette application, vous allez avoir différents modules qui vont venir s'injecter, si vous voulez, dans ce shell. Donc le shell, c'est simplement une boîte qui va contenir vos différents modules, avec possibilité de charger des modules à la volée, de changer de module en fonction du rôle de l'utilisateur ou autre. Mais finalement, vous avez votre shell, donc qui contient différents modules. Chacun de ces modules étant composé, si on fait du MVVM, de vues, de view model et de modèles. Donc ça, c'est une architecture assez classique. Au sein de ce shell, on va avoir des services donc, qui sont transverses, donc ces fameux services de logging, de workspace, de messages, par exemple. Et tout ça, ça communique, parce qu'il faut bien quand même récupérer ces informations, ça communique avec des web services, avec du area services, avec de l'OData. Donc ça communique à travers le web pour aller attaquer une base de données, par exemple, ou un fichier XML, ou ce que vous voulez, qui est disponible sur un serveur. Donc ça, c'est un petit peu l'architecture type telle qu'on la retrouve dans n'importe quelle application, finalement, aujourd'hui. Donc on va avoir la partie serveur avec une base de données, des services qui exposent ces données, et la partie client qui est le shell avec les différents modules tels qu'on les retrouve. Alors pourquoi on a un shell ? On a un shell en général pour héberger des vues, et ces vues on veut vouloir les séparer en différents modules. L'exemple le plus flagrant le meilleur exemple de shell, c'est Visual Studio. Visual Studio n'est pas fait il est fait en WPF mais avec plein de techno à l'intérieur. Mais ce qu'on peut voir dans Visual Studio, c'est différents modules. On a un éditeur de texte, on a une fenêtre les propriétés, on a la toolbox, énormément de choses. Donc quand on démarre Visual Studio, on démarre le shell et le shell lui est configuré pour aller charger tel ou tel module. Donc l'éditeur de texte, etc. Au sein de ce shell, qu'est-ce qu'il propose donc à ces modules ? Donc ces modules, ils sont faits pour être indépendants les uns des autres. Par exemple, il est possible dans Visual Studio de désactiver certaines fonctionnalités. Donc les modules, par exemple la fonctionnalité de test sur certaines éditions de Visual Studio n'est pas chargée. Mais donc ces différents modules savent communiquer avec le shell et sont faits pour travailler avec ce shell. Le shell donc propose des services, par exemple le service de menu. Vous avez remarqué que les modules sont chacun indépendants, mais chacun peut quand même communiquer avec le shell pour dire dans le menu debug, rajoute-moi cette option. Dans le menu option, rajoute-moi cette entrée. Donc on a quand même le shell propose des services aux modules. On a aussi des services, donc ce qu'on appelle des shell services ou des UI services, qui servent à afficher des pop-up. Un module va dire Visual Studio, affiche-moi une pop-up, et c'est Visual Studio qui va instancier la pop-up et afficher le contenu que veut le module. Comme ça, on a quand même une architecture dynamique et extensible.
Voilà, donc c'est l'idée en fait d'échelle WPF ou Silverlight. Donc, voilà. Donc, pourquoi la modularité? Donc, parallélisation des développements. Vous pouvez développer. Vous imaginez bien que dans l'équipe Visual Studio, ils n'arrêtent pas de développer la toolbox parce que le gars est en train de faire l'éditeur. Hein. Donc, voilà. Donc, ça vous permet d'avoir une certaine parallélisation des développements et ça fournit des unités fonctionnelles de déploiement. Donc, Visual Studio, encore un bon exemple. Donc on a donc des services, comme je vous dis, et puis des régions. Typiquement dans une application d'entreprise, on a une région principale où on va afficher les données principales, et puis les autres sur les côtés des toolbars, etc. Et le module va dire, je veux mettre telle donnée dans la région principale et telle donnée dans les toolbars, etc. On va faire l'IOC et après on va repartir sur la présentation de 2012. Tu veux ou je prends? Ok. L'IOC, c'est un concept d'injection de dépendance. Ça veut dire qu'on va travailler qu'avec des interfaces. Et c'est un peu comme la modularité, ça nous permet de changer des composants de l'application au fur et à mesure de sa vie, voire au runtime carrément. Donc par exemple, je fais mon développement, j'ai besoin d'un mécanisme de logging. Thomas, comme d'habitude, n'est pas prêt. Hein, t'as pas fini ton mécanisme de logging, pourtant c'est pas bien compliqué. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui donne, on travaille sur une interface, on travaille sur e-logging, d'accord? Donc moi, évidemment, je suis pas un expert en logging non plus, je me moque de lui, mais en fait j'ai un peu du mal. Donc j'implémente e-log et ce que je fais que des console write line, d'accord? Donc ça me permet d'avoir un système de logging pas terrible, mais au moins ça me permet de compiler. Après, donc Thomas finit son développement, donc il me fait un super logger qui met des choses en base de données, qui met des choses dans le journal d'événements comme il faut, etc. Et vu qu'on a respecté la même interface, grâce à l'IOC, je vais pouvoir changer la DLL de logging, la pourrie que j'ai faite, par la sienne, et sans recompiler, on va aller charger, l'IOC va aller charger sa DLL et la mettre en place. Vu qu'on a les mêmes interfaces, moi j'ai aucun code à changer, et maintenant j'ai du logging super puissant grâce à son développement en retard. Donc voilà, donc l'IOC, c'est vraiment, ça permet de switcher d'implémentation rapidement via les interfaces. Donc c'était vraiment du très rapide de la partie Shell qu'on avait vue l'année dernière. C'est moi ça. Ouais. Alors, vous devez vous poser la question cette année, pourquoi XAML en entreprise? Qui s'est posé la question ou à qui on a posé la question? Non? Vous êtes tous... Ok, bah c'est super. Alors, donc pourquoi XAML en entreprise? Déjà, c'est une technologie qui est disponible sur tous les form factors. Donc vous avez bien entendu sur Windows, de Windows XP à Windows 7, Windows 8, vous avez Silverlight, WPF. Sur le téléphone, vous avez Silverlight sur Windows Phone qui est aussi basé sur les technologies XAML. Et sur Windows 8, vous avez les Metro Style Apps qui permettent de développer des applications en XAML, en VB, avec VB, C#, voire même C++ maintenant. Donc si vous voulez, vous pouvez donc comme ça adresser les desktops, les PC normaux, les téléphones, les télés d'ailleurs. Voilà, il y a une première version de Silverlight pour Xbox qui est sortie. Et les tablettes, les formats tablettes avec les Metro Style Apps par exemple, avec les Metro Style Apps en XAML. En XAML, vous avez aussi une très haute productivité. Donc, vous pouvez développer des applications très rapidement. Vous avez un framework mature, donc Silverlight on est à sa 5e version, WPF ça va faire sa 3e vraiment majeure version, là 4.5. Ouais. D'ailleurs Thomas a fait une session juste après sur les nouvelles fonctionnalités de WPF. Et vous avez aussi donc, un écosystème très riche. C'est beaucoup moins difficile maintenant de trouver des développeurs WPF que ça l'était il y a quelques années. Donc c'est une technologie où vous pourrez trouver des compétences, donc ça c'est plutôt pour les chefs de projet, vous pouvez trouver des compétences assez rapidement, assez facilement, et des compétences ayant de l'expérience. Vous avez énormément de documentation, de patterns, etc. qui ont été faits depuis, donc je crois que WPF ça a été à Vallon en 2006. 2005, voilà, donc ça fait 7 ans. Donc vous imaginez que la documentation, que ce soit l'officiel sur MSDN, ou tous les blogs des MVP, ou les blogs autres, ou Codeplex, vous avez énormément de code prêt à être utilisé en XAML. Donc ça participe à la haute productivité. Donc de même, framework et contrôle tiers, tous les gros éditeurs de composants proposent des composants XAML.
Et vous avez un outillage mature, donc VS très à l'aise avec XAML évidemment, Blend aussi qui vous permet de designer vos applications pour qu'elles aient une belle esthétique, etc. Très rapidement, très stable. Et d'autres outils tiens. Donc tout ça sont des choix pour choisir XAML pour votre application d'entreprise. Je passe la parole à Thomas. Alors, donc on vous l'a dit, l'objectif de la session, c'est de vous donner quelques petites astuces pour essayer de vous faire gagner en productivité. La première astuce sur laquelle moi j'ai pensé personnellement, c'est tout simplement l'utilisation des behaviors. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est très pratique à utiliser, relativement simple à mettre en place, tout dépend effectivement du behavior qu'on veut créer, mais c'est quelque chose qui est très pratique à utiliser et pas assez souvent utilisé de ce que j'ai pu constater. Donc un behavior, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la possibilité pour vous c'est la possibilité pour vous d'ajouter des fonctionnalités à un contrôle sans avoir accès à son code source. Donc déjà, on se dit c'est quand même plutôt intéressant, et sans avoir besoin de faire d'héritage. Parce que si aujourd'hui je vous dis, vous prenez une listbox et vous devez lui rajouter une fonctionnalité, une des possibilités, ce serait de se dire, d'accord, en fonction de la fonctionnalité, j'ai l'habitude, je vais modifier le template, je vais faire un truc un peu joli, ou alors je vais me lancer dans un truc un petit peu plus costaud, ça va être, je vais faire de l'héritage, je vais créer ma propre listbox, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible, mais parfois peut-être un peu compliqué, juste pour ce qu'on a besoin de faire. Sans compter les régressions. Sans compter les régressions, et du coup, toutes les méthodes à implémenter quand on fait de l'héritage, etc., etc. Donc, c'est peut-être un peu sortir la grosse artillerie pour pas forcément grand-chose. Et justement, les behaviors vont nous permettre de rajouter ces fonctionnalités directement sur un contrôle, ou sur un type de contrôle, ça c'est à vous de le spécifier. D'écrire la logique que vous voulez, donc finalement de rajouter le comportement que vous voulez sur votre contrôle, de façon assez simpliste. Donc c'est basé sur le SDK d'Expression Blend. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, ça existe depuis Expression Blend 3, si je ne dis pas de bêtises. Et moi j'assimile ça en fait à des méthodes d'extension. Donc on connaît les méthodes d'extension pour la programmation C# par exemple. Les behaviors, j'assimile ça effectivement à des méthodes d'extension, mais pour des contrôles. Donc je vais enrichir le comportement d'un contrôle avec mon propre comportement, sans avoir accès à son code source et sans en faire de l'héritage. Donc je vais vous faire une petite démonstration, alors très rapide, d'un behavior. Alors, hop. Tu vas nous faire du code en live ou pas là ? Je vais essayer en fait. Si ça marche pas, j'ai le backup. Alors, juste vous montrer la petite application qu'on a mis en place avec Luc. Hop. Donc c'est une petite application, donc vraiment une application de démonstration qui doit nous permettre de montrer les différents scénarios. Donc ici, on va pouvoir tester les behaviors, les view state, le view model locator, le templating, l'asynchronisme par Luc, le logging qui sera démontré après. Et voilà, donc là typiquement, on choisit à chaque fois le scénario qui nous intéresse, on a la démo. Donc c'est quelque chose d'assez sympa. Donc moi, ce que je vais venir faire, c'est enrichir ici avec ma petite démonstration. Donc ce que je vais me mettre ici, je vais créer un behavior. Alors comme j'ai l'habitude de manquer d'originalité, je ne le cache pas, je vais faire quelque chose de simple. Et tu peux t'asseoir. Non, je suis bien debout. Donc je vais créer un behavior qui va me servir tout simplement à changer la couleur d'arrière-plan d'une textbox en fonction de son contenu. Donc en gros, je vais taper red. L'arrière-plan va devenir rouge. Si je tape green, ça va devenir vert. Donc, un behavior, c'est quoi ? Donc, ça utilise le SDK d'Expression Blend. Donc, c'est-à-dire que dans ce SDK, on a accès à une classe, la classe de base qui s'appelle behavior. Hop, behavior. Ok. C'est une classe générique. Donc, en fait, un behavior est appliqué à un type de contrôle. Donc, ici, ce que je voulais dire, c'est que je veux que mon behavior s'applique à un contrôle spécifique de type textbox. Donc je lui dis tout simplement ici textbox. Hop. On va rajouter les différents using qui vont bien. Avec un B majuscule, ça ira mieux. Hop. Et le using d'expression blend. Donc là, voilà. Là, je suis en train de créer mon behavior. Donc je lui dis juste, tout simplement, effectivement, c'est un behavior qui s'appliquera à tous les objets de type textbox
sur lequel, bien sûr, j'aurais appliqué moi-même mon behavior. Ça va pas s'appliquer automatiquement, je vais devoir le faire, je vais devoir l'appliquer moi-même à la main, mais dès que je l'aurai appliqué, le behavior détectera que le contrôle est bien de type T, donc en l'occurrence ici textbox, et il l'appliquera. Ensuite ici, j'ai simplement une méthode à surcharger, qui s'appelle onAttach, donc tout simplement, j'attache mon behavior à mon contrôle, et ici sur le onAttach, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement lui dire, quand l'utilisateur va saisir du texte sur l'objet, à ce moment-là, je vais changer en fait la couleur d'arrière-plan. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du type de contrôle sur lequel j'attache en fait mon behavior, on a une propriété qui s'appelle associated object qui nous permet de savoir finalement quel est l'objet sur lequel on associe ce behavior. Donc ici, associative object, on voit qu'il est bien de type textbox. Si j'avais mis ici checkbox, associative object aurait été de type checkbox. Donc là, c'est quand même plutôt intéressant. Du coup, derrière, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ici, sur mon associative object, j'ai accès à tous les événements qui sont disponibles sur l'objet de type textbox. Donc dessus, je peux faire text change plus égal, et là, je m'abonne à l'événement. Et là, j'ai juste à faire ma petite logique. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait une magnifique gestion d'erreurs, un try catch qui fait rien, tout simplement. Et donc dans le text change, finalement qu'est-ce que je fais? Je dis simplement que la propriété background de l'objet associé, donc là de la textbox, ce sera quoi? Ce sera tout simplement un solid color brush, donc un pinceau en fait en WPF, dont la valeur ce sera quoi? Ce sera tout simplement le contenu de la zone de texte qui sera converti en brush. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais devoir appliquer mon behavior. Alors, quand on passe par... Ok, donc là c'est normal. Hop. Donc quand on passe par expression blend, appliquer un behavior, c'est quoi? C'est tout simplement, on va dans la toolbox, on a en fait, et c'est là où effectivement on gagne encore du temps, on va dans la toolbox, d'ailleurs tu peux le faire, hop, ici, si je me mets sur ma vue, hop, ok, sympa, Blend en 2024. Hop, je vais prendre une toolbox, une textbox, pardon. Voilà. Et ici, je vais venir dans mes assets. Et ici, je vais venir rechercher dans les behaviors. Hop, allez. Voilà, c'est l'effet démo. Donc je vais le faire par code, parce qu'on est développeur, on aime ça. Donc tu as fait exprès pour pouvoir faire ça. Oui, c'est ça, j'ai fait exprès en fait. Donc je rajoute une textbox, donc jusque-là, rien d'extraordinaire. Hop. Voilà. Non, je suis désolé, en fait c'est ma faute, j'avais pas vu qu'elle était déjà présente, excusez-moi. J'ai ma textbox qui est ici. Je vais y arriver. Et ici, ce que je vais venir faire, c'est donc rajouter mon behavior. Donc je vous le dis, normalement avec expression blend, quand ça ne plante pas, on fait un drag and drop, c'est quand même beaucoup plus simple. Sinon, finalement, ce drag and drop, qu'est-ce que ça fait? Comme à chaque fois avec expression blend, ça ne fait que générer du code XAML. Donc là, ce code XAML, je vais l'écrire à la main. Hop, donc ça va aller très vite. Hop, point behaviors, tac. Et ici, local, change background behavior. Voilà. Donc ça, c'est exactement le code que m'aurait généré en fait expression blend. Donc je lui dis simplement sur ma textbox, j'ajoute mon behavior. Alors ce behavior, c'est une classe. Donc j'aurais tout à fait pu lui passer des paramètres. Donc c'est-à-dire déclarer une propriété dans ma classe et ici utiliser la propriété. D'accord, c'est quelque chose qui se fait aussi. Mais là, je n'utilise pas de propriété, je le fais direct. J'exécute mon application.
Voilà. Et là, je vais mettre un raid et ça fonctionne. Donc l'intérêt en fait de ce pattern-là, c'est que ça vous permet de séparer le comportement d'externaliser le comportement sur un contrôle. Et surtout, en fait, le gros intérêt, c'est que si vous avez des contrôles qui ont un comportement un petit peu identique, qui ont des fonctionnalités peut-être un petit peu identiques, vous externalisez ces fonctionnalités dans un behavior. Vous faites en sorte que ce behavior puisse être attaché à un contrôle de plus haut niveau, pas uniquement une textbox, parce que si on se dit, je sais pas, peut-être que le bouton il doit aussi avoir ce comportement-là, on va pas pouvoir attacher le même behavior. Donc on crée un behavior qui s'attache à un contrôle un peu plus haut, 8 éléments, framework éléments, ce genre de choses. Et après, dans l'expression blend, par drag and drop, vous venez enrichir les fonctionnalités de vos contrôles et de façon extrêmement simple en fait. Et vu que ça passe par des propriétés attachées, vous pouvez mettre ces behaviors, donc ces attach properties, directement dans des styles. Donc par exemple, si vous avez une behavior qui, quand on donne le focus, fait quelque chose sur la textbox, vous pouvez déclarer un style pour la textbox qui dit que cette behavior est présente. Comme ça, toutes les textbox qui ont ce style auront ce comportement. Voilà. Alors que d'habitude, dans les styles, on met plutôt des choses liées au visuel. Là, vous pouvez même mettre du comportement. D'accord, donc ça, n'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je l'ai très peu vu, je l'ai vu utiliser, mais pas assez souvent. Et effectivement, après, quand on en discute avec les développeurs, on leur dit, bah voilà, là ton contrôle, il fait quelque chose. Là, tu as un deuxième contrôle qui fait la même chose. C'est un peu dommage de recoder la fonctionnalité pour chaque type de contrôle, en fait. Alors qu'on pourrait essayer de refactorer ça et de le simplifier. Voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser ça. C'est très simple à mettre en place, mais c'est très pratique. Pareil, dans la catégorie, pour vous faire gagner du temps, ce qu'on appelle les view states. Donc là, c'est une petite nouveauté qui est depuis WPF 4, par contre. Ça n'existait pas avant WPF, ça existait en Silverlight, donc ça a été copié honteusement de Silverlight vers WPF. Et ça vous permet tout simplement de définir des états visuels sur vos contrôles. Donc quand on dit état visuel, c'est par exemple sur un formulaire d'édition, enfin sur un formulaire. Un formulaire, ça peut avoir deux modes, un mode de lecture et un mode d'édition. Donc l'utilisateur, il arrive sur le premier formulaire, hop, il voit les informations, il clique sur un bouton, et là on passe sur un mode d'édition. Donc typiquement, pour faire ça, on pourrait très bien se dire, je vais prendre deux user control, et quand l'utilisateur clique sur le bouton, je switch le user control qui est dans mon contenu à la volée. Donc ça, c'est quelque chose qui marche. Après, en bidouillant avec les animations, on arrive à avoir quelque chose qui n'est pas forcément trop moche. Mais ça, évidemment, c'est la première chose. La deuxième possibilité d'arriver à ce résultat, c'est d'utiliser les view states et de dire, finalement, mon formulaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un premier état dans lequel je suis en mode lecture, et un deuxième état dans lequel je suis en mode écriture. Et via l'utilisation de ce fameux view state, on va avoir la possibilité d'animer le passage d'un état à un autre. Donc c'est pour ça que je vous marque que c'est très utilisé avec les formulaires, et pas qu'avec les formulaires. Hein. Quand vous regardez maintenant tous les contrôles, d'ailleurs tous les contrôles WPF, Silverlight ou autres, utilisent cette notion de visual, c'est visual state, mais c'est pareil, en fait c'est les view states qui sont à l'intérieur. Donc c'est très utilisé sur les contrôles et sur vos propres contrôles. Ça s'utilise aussi avec MVVM. Pourquoi ? Parce qu'on a un petit behavior, donc ce qu'on a vu juste avant, qui s'appelle data state behavior. On l'utilise simplement. Sur tel type de contrôle, hop, je passe d'un état visuel à un autre grâce à cette propriété-là, et ça fonctionne automatiquement. Propriété qui, bien sûr, est bindée à votre view model. Le seul danger, pas si danger est le mot adéquat, mais le seul risque, c'est que finalement, il faut faire attention à la taille du XAML que ça va vous générer. Parce que autant quand vous avez vos deux user control, finalement c'est deux fichiers séparés, donc c'est plutôt sympa. Et après dans votre fichier principal, vous référencez vos deux user control, donc vous allez avoir 3 lignes dans votre fichier principal. Là, vous allez avoir en fait chacun des états qui va être décrit dans le même fichier. Donc du coup, c'est-à-dire que vous allez avoir énormément de code de XAML dans votre fichier. Du coup, déjà pour la relecture, c'est pas forcément super pratique. Et surtout pour le parsing en fait derrière, plus vous avez de code XAML, plus ça peut mettre du temps en fait à être instancié. Oui. Je ferai la démo à la fin sinon il reste le temps en fait. Sinon j'ai une démo sur l'asynchronisme où j'utilise ça en fait. Aussi. Tu la montreras en même temps que l'asynchronisme. Ok. Alors on l'a dit tout à l'heure en fait. Il y a beaucoup de frameworks MVVM qui, eux aussi, l'objectif c'est quoi ? C'est de faire gagner du temps. Est-ce que tout le monde est familier avec MVVM ici, déjà ?
qui n'a jamais entendu parler de MVVM? Pas de honte, hein. Vous pouvez lever la main, on fera un brief dessus. 1, 2, 3, 4. Bon, sinon, la plupart des gens sont. Ok. Donc, demain, c'est cool, j'aurai au moins 6 personnes à ma session sur MVVM. Achetez son livre aussi. C'est pas moi qui l'ai dit. En fait, MVVM, c'est pour l'historique. Donc, WPF commence en 2005, relisé vers 2007, je crois. Ouais, 2007. Et donc c'est un framework tout nouveau, assez compliqué au début, et donc personne n'avait de façon de faire des applications pour qu'elles soient rapides à faire, facilement compréhensibles, etc. Donc vous imaginez bien que la communauté développeur Microsoft a beaucoup travaillé là-dessus. On a eu le droit à plein de choses, du MVC mutant, du vrai MVC, du Windows Forms transformé avec juste du XAML par-dessus. Et finalement, on s'est arrêté, la communauté s'est arrêtée sur le mode de développement utilisé par l'équipe de Blend. Parce que Blend, à l'époque, et ça l'est toujours d'ailleurs maintenant, c'est un des plus gros projets WPF, un des projets WPF les plus complexes du monde. Donc la communauté s'est basée sur le pattern utilisé pour Blend. La façon dont MVVM marche, c'est avoir un view model, avoir un modèle donc de données, ça vous l'avez dans toutes vos applications, qu'on recouvre par un view model, donc qui est une exposition du modèle, mais en plus avec des propriétés liées à l'affichage. Et ces propriétés sont utilisées par le XAML, parce que le XAML, c'est vraiment tip-top pour le binding, pour le data binding. Tant qu'on fait du data binding en XAML, on s'en sort très bien. Donc, le XAML fait des liens vers ce view model, et ce view model, du coup, on travaille dessus comme sur un objet .NET normal. On dit, sur mon view model, ce sera le cas tout à l'heure, la variable isLoading est à true. C'est tout ce qu'on a à faire. Et le XAML, lui, automatiquement, il va voir, il est passé à true, donc je vais lancer une animation, je vais afficher tel composant de telle manière. Voilà. Donc le MVVM, ça permet d'avoir une séparation entre le XAML et le code, et de contrôler son interface graphique qu'avec des objets .NET sans avoir à bidouiller le XAML en fonction des différentes choses. Et en fait, grâce donc MVVM a pris de plus en plus d'ampleur. C'est devenu d'ailleurs le pattern de référence quand maintenant on doit développer des applications XAML, sous-entendu WPF, Silverlight, Windows Phone, etc., etc. Et en fait, la communauté a sorti beaucoup de frameworks MVVM. Donc le but du framework, c'est quoi? C'est toujours pareil, c'est de vous faire gagner du temps et surtout d'éviter à vous faire réécrire du code qui n'est pas forcément intéressant. Donc des frameworks MVVM, il y en a plein. Donc là, on a cité un petit peu les plus connus. MVVM Lite, Cinch, Prism, qui est beaucoup plus d'ailleurs, mais qui fait également office de framework MVVM, Caliburn. Voilà, donc il y a des pages qui les référencent. Voilà, il y a demain justement, on vous donne le lien vers la page qui va bien. Donc il y a beaucoup de frameworks MVVM. Ce qui est important en fait, quand on doit choisir son framework, c'est finalement de se dire quelles sont les fonctionnalités dont je vais avoir besoin, parce qu'effectivement, tous ces frameworks n'exposent pas les mêmes fonctionnalités. Sinon, on n'en aurait fait qu'un seul et ça aurait été vite. Mais là, chacun de ces frameworks expose des fonctionnalités. Alors, il y en a qui fonctionnent qu'en WPF, d'autres qu'en Silverlight, d'autres qui fonctionnent sur WPF et Silverlight, mais qui n'ont pas forcément les mêmes services que ceux qui fonctionnent qu'en WPF, etc., etc. Donc, finalement, il faut juste regarder les différentes fonctionnalités proposées par ces frameworks pour arriver à faire son choix. Sachant que le critère qu'on a mis un petit peu en haut, qui est finalement pour nous le plus important, c'est la partie commanding. Voilà, parce qu'en fait, un programme en MVVM, vous pouvez le faire sans framework finalement. C'est la façon d'agencer vos classes et votre XAML qui fait que vous faites du MVVM. Et ces frameworks vont vous donner des utilitaires. La seule chose qui manque vraiment dans WPF et Silverlight, etc., c'est l'implémentation de commandes. En fait, dans les technologies XAML que Microsoft vous livre, vous n'avez qu'une interface qui s'appelle iCommand, mais vous n'avez pas d'implémentation de iCommand. Donc les implémentations, vous les trouverez dans les frameworks MVVM. C'est pour ça d'ailleurs que je vois beaucoup de MVVM Lite, qui est le framework de Laurent Bugnon, qui est très simple et qui propose donc une implémentation de iCommand qui est facile à comprendre. Donc les gens prennent ça. Et le reste, les grosses entreprises avec lesquelles je travaille en général n'utilisent pas spécialement de framework. Dans le sens MVVM. Ils vont choisir des frameworks justement pour ces choses en plus, soit des composants de messaging, donc pas vraiment liés à MVVM, mais donc qui permettent de faire du messaging entre des modules. Faire communiquer un module avec un autre, par exemple. Voilà, des validations, des shell services, là, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui sont tout prêts à l'emploi.
Et il y a aussi un point important, c'est l'adhérence de votre code. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous lancer à intégrer un framework MVVM dans votre application d'entreprise et à quel point vous êtes prêt à ce qu'elle ait un impact? Est-ce que ce framework a un impact dans votre code? Parce que ces frameworks sont tous open source en fait. Donc vous pouvez les maintenir vous-même, mais s'il n'y a pas de mise à jour des versions ou si tout d'un coup vous trouvez des bugs, c'est à vous en gros de le mettre à jour, de faire participer la communauté éventuellement. Mais après c'est vous qui êtes responsable de la maintenance. Voilà, donc à vous de voir, est-ce que vous voulez beaucoup d'adhérence et gagner beaucoup de choses rapidement en prenant quelques risques donc, ou est-ce que vous voulez prendre quelques features, un tout petit framework, et le reste vous gérez vous-même voilà. Donc c'est la vraie question à poser. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à partir sur un framework MVVM, ça vous permettra de gagner beaucoup de temps. Surtout au départ, oui. Ouais. Donc, pattern view model locator, donc très utilisé effectivement avec MVVM. View model locator, MVVM, c'est un petit peu logique. Pourquoi c'est très pratique? Tout simplement parce que un view model locator, c'est quoi? C'est tout simplement le point d'accès que j'ai marqué central à l'ensemble de vos view models. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir une classe qui va exposer chacun de vos view models, je vais y arriver, et ensuite vous aurez accès à cette classe et donc finalement à l'ensemble de vos view models, je vais y arriver, depuis n'importe quelle partie de votre application, que ce soit depuis un autre view model. Donc je suis sur le view model A, j'accède au view model B, pourquoi pas, hein. Ou alors que ce soit aussi au niveau d'une vue, donc je suis dans le code behind de ma vue, j'accède à un de mes view models, etc., etc. Donc finalement, ce view model locator, c'est le point d'accès central à l'ensemble de vos view models. C'est pas facile à dire. L'autre intérêt aussi de ce view model locator, c'est qu'il, alors parmi ses autres intérêts, celui que moi j'apprécie beaucoup, c'est le fait qu'il facilite tout ce qui est la blendabilité. Alors ça n'existe pas dans le dictionnaire. C'est tout simplement blendabilité, c'est tout simplement la possibilité de faciliter le travail en fait quand on est dans l'expression blend. Typiquement, une des choses que nous permet de faire le ViewModel Locator, alors on peut le faire par d'autres façons, hein, mais une des choses que nous permet le ViewModel Locator, c'est d'exposer des données en design time pour que votre designer puisse travailler dans l'expression blend sans avoir besoin de lancer l'application, se connecter, vérifier que ah oui effectivement là on a récupéré bien les bonnes données, ah non là il faut que je décale de 5 pixels, je ferme l'application, je fais ma modif, je la relance, etc. Excusez-moi. Donc ce ViewModel Locator vous permet effectivement d'avoir une meilleure blendabilité. Donc un petit exemple ici, donc si je relance mon application, sur la partie ViewModel Locator, donc là qu'est-ce que j'ai? J'ai deux zones, hein, avec deux user control, et chacun de ces user control est lié à un ViewModel spécifique. Donc le ViewModel de gauche, le ViewModel de droite, et donc là je suis en runtime, c'est-à-dire que mon application est exécutée, et elle m'affiche effectivement, elle s'exécute normalement. Donc ça c'est ce que j'ai en fait en mode runtime, et pour faire ça, comment est-ce que j'ai fait, hein, c'est pas compliqué, j'ai défini ici mes deux ViewModels. Donc ce sont de simples classes, hein, qui exposent des propriétés ou autres. Et j'ai défini un ViewModel Locator. Donc ce ViewModel Locator, qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est pareil, c'est une classe qui expose mes deux propriétés du type de mes ViewModels. Donc là en l'occurrence je suis passé par des interfaces. Et en fait dans ces propriétés, qu'est-ce que je dis? Je dis tout simplement, si je suis en mode runtime, je renvoie une instance du ViewModel de runtime. Donc celui qui va se connecter à la base de données ou web service, va récupérer les données, les injecter dans l'application ou autre. Par contre, ce que je lui dis aussi, c'est si finalement je suis en mode design time, donc en fait, c'est-à-dire que si je suis si le ViewModel est instancié depuis un outil de design, donc c'est valable aussi bien dans l'expression Blend que Visual Studio, à ce moment-là, je renvoie un ViewModel de design. Et c'est là-dedans où typiquement, je ne vais pas aller interroger en fait ma base de données, mais je vais renvoyer des données fictives ou autres. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si Blend tout à l'heure a craché, si là je lance en fait mon application depuis l'expression Blend, je vais charger la même vue que celle qu'on a vue tout à l'heure en mode design. Hop, ici. Sauf que là, tout à l'heure j'avais là j'ai session design time pour indiquer que je suis en design time. Effectivement, ce qu'on remarque, c'est que ici sur mon ViewModel en design time, j'ai bien session design time. Et si je relance mon application
j'aurai bien XAML en entreprise, ce que j'avais en fait tout à l'heure. Donc ça, c'est très pratique pour accroître votre blendabilité. J'ai un point d'accès que j'expose en fait au travers de l'application et par lequel j'y accède depuis n'importe où, et éventuellement aussi qui me permet, et c'est là où c'est vraiment très intéressant, d'exposer des données design time très facilement. Alors bien sûr, ça vous oblige à devoir réécrire un deuxième view model fictif, mais ça vous permet quand même de gagner pas mal de temps. Oui. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, c'est une bonne remarque. Mon data context, ici, alors c'est toujours pareil, il y a plusieurs façons de le faire, mais donc en fait, dans la vue ViewModel Locator, donc le Wizard Control, donc je définis une ressource qui finalement est une instance de ma classe ViewModel Locator, et dessus, sur chacune de mes parties gauche et droite, je bind le data context à, donc ici on voit que je me bind sur la propriété, enfin sur la ressource qui s'appelle ViewModel Locator, et le pass, c'est une ou l'autre des propriétés qui est exposée. Et c'est comme ça en fait qu'il arrive, enfin, que l'outil arrive à savoir si je suis en design time, je vais chercher le design time, si je suis en runtime, je vais chercher l'autre en fait, je vais chercher le vrai. Hop. Luc. Ouais. Alors, c'est parti. Luc qui fait ses démos pendant que je parle. Donc bien choisir ses contrôles. Attends, c'est bon? Oui. Ok. Je peux prendre les slides, comme ça je peux les contrôler. Tchouk. Alors, bien choisir ses contrôles. Combien d'entre vous ici qui travaillent déjà sur des applications d'entreprise avec les techno XAML? Je pense qu'il y en a un paquet. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc, je pense qu'ils connaissent déjà pas mal de problématiques. Donc, vous avez sûrement celle-ci que j'ai eue une grosse partie de l'année dernière chez au moins 3 clients différents. C'est comment on fait pour choisir un contrôle. Typiquement, le cas d'école, c'est comment je choisis ma data grid. Voilà, je dois afficher des tableaux de données. Enfin, je vois des tableaux de données dans ma spec. Qu'est-ce que je mets? Je mets une data grid, la data grid de WPF ou de Silverlight, ou je mets celle de Telerik, ou celle d'Infragistix, ou celle de Component. Comment je sais en fait? Ou je mets une listbox. Pourquoi pas que voilà, je mets une listbox. Voilà. Alors, il y a une checklist à faire que je fais à chaque fois qu'il y a un client qui se pose la question ou qui a déjà fait un dev et qui se rend compte que finalement c'est pas super maintenable. La checklist, c'est premier point, est-ce que je peux faire quelque chose avec les behaviors? Donc ce que vient de montrer Thomas tout à l'heure. Est-ce que je peux utiliser par exemple une listbox, une listview ou le data grid normal et avec une behavior, donc que j'attache à ma data grid, est-ce que ça peut suffire à rajouter la fonctionnalité que je veux? Plutôt que de changer complètement le contrôle et après je pars dans un développement complexe et long. Des fois, les behaviors, ça peut suffire. Est-ce que sinon, je refais un style ou est-ce que je retemplate le contrôle, s'il me le permet, parce que tous les contrôles du marché ne permettent pas de retempléter. Mais est-ce que je le retemplate? Ça se trouve, ça suffit, parce que ma grille, elle a peut-être tel visuel actuellement, mais en retemplétant, avec le XAML, c'est très facile de refaire le visuel, donc on peut profiter de ça aussi. Est-ce que sinon je fais un héritage de la data grid? Enfin, je parle de la data grid, mais ça pourrait être d'autres contrôles. Typiquement, j'ai eu le même cas pour des contrôles des graphes, voilà, des charts. Voilà. Est-ce qu'un héritage ça suffit? Comme ça, en héritant, j'ai accès à plus de choses, les choses en protected, et là, je peux peut-être coder des choses. Mais après, la nouvelle version vient, une nouvelle version du contrôle. Ça se trouve, mon héritage ne marchera plus. J'ai des régressions, des choses comme ça à tester. Est-ce que ça peut être suffisant? Ou tout simplement, est-ce le bon contrôle? Des fois, on a un visuel. Et on a un visuel, typiquement l'exemple des cas d'école, c'est la progress bar. On a un visuel d'un tableau de bord de voiture avec une aiguille comme ça. Ça en fait, rien qu'en retemplétant, c'est une progress bar finalement, qui va de 0 à 180 ou 210, dépendant de la voiture. Mais vous pouvez, en retemplétant, avoir un nouveau look, sans que ce soit un nouveau contrôle, et surtout sans avoir de C# à refaire, qui est donc à maintenir beaucoup plus facile. Inversement, vous avez du XAML à faire. Voilà, mais avec Blend, quand ça fait ça marche super bien. Donc sinon, en plus bas dans la checklist, si aucun des deux premiers correspond, vous pouvez utiliser un composant du marché. Donc vous avez de très bons composants qui sont bien matures maintenant, notamment au niveau des charts et des data grids. Donc vous pouvez aller voir de ce côté-là. Elles ont en général beaucoup de fonctionnalités. Et ce que je vais vous recommander là-dedans, c'est de tester. Voilà, vous ne choisissez pas...
le truc, c'est que les éditeurs, ils font des super programmes de démo. Je sais pas si vous avez vu ce Telerik et de Component et tout, mais waouh. Mais après, quand vous les essayez, des fois, ça correspond pas exactement à ce que vous voulez. Le groupement, par exemple, il faut que vous réarrangiez toutes vos données pour que le groupement marche dans les grids, ou que vous rewrapiez toutes vos données pour qu'elles s'affichent correctement dans les charts, etc. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'en choisir 2 ou 3 qui ont l'air de correspondre, de passer un peu de temps et de décider quel est le bon contrôle, et voir s'il y en a un qui correspond, pas trop mal. Ne vous fiez pas aux démos en fait que vous pouvez avoir. Voilà. Souvent, il y a des clients, enfin, c'est pas vraiment les développeurs qui viennent, mais c'est plutôt les chefs de projet, ils voient une démo d'un des éditeurs, ils font, je veux celle-là, parce que la démo, elle est trop bien. Et après, le développeur pleure pendant des semaines. Et le dernier choix, là, c'est évident, vous dérivez de contrôle et vous faites votre propre contrôle. Alors là, il y a des warnings là-dessus, mais des fois, c'est vraiment la meilleure solution. Donc je vais vous donner 3 cas clients. Je vous nommerai pas les clients, mais je vais vous dire en fait ce qui s'est passé chez eux et pourquoi on a fait tel ou tel choix. Premier client, il veut afficher des données, il veut afficher 300 enregistrements à la fois par colonne. Il veut pouvoir trier et il veut que ce soit rapide, voilà. Donc il se dit, moi, ce que j'ai toujours fait avant, j'utilisais la data grid Windows Forms ou la data grid ASP.NET, donc là, je vais mettre une data grid. Mais en fait, en WPF, vous avez un contrôle qui s'appelle listView, qui, en mode grid view, s'affiche en colonne, permet de trier. Vous pouvez mettre vos propres templates pour les éléments, etc. Et c'est super rapide. C'est super rapide, surtout pour 300 éléments, mais il n'y a pas de souci. Donc plutôt qu'utiliser une data grid, on lui a conseillé d'utiliser listView. Il était content. Le XAML est tout petit. Il peut retemplater, mais il ne peut pas éditer, mais à la limite, ce n'était pas son besoin. Donc voilà, il est parti sur listView et il n'a pas eu à acheter quoi que ce soit, ni développer quoi que ce soit. Donc ça, c'est le cas que j'aime bien parce que c'est facile. Deuxième, alors là, c'est plus compliqué. C'est un client donc qui veut afficher, c'était une data grid et une charte là. Ils ont des besoins assez complexes et des utilisateurs très exigeants. Les utilisateurs utilisent déjà des outils similaires notamment Excel, et Excel au niveau des charts et des grilles, voilà, c'est déjà pas mal. Donc ils voulaient un niveau pas égal, mais à peu près équivalent. Donc la piste de la listView, c'est mort, parce qu'ils veulent éditer les données, ils veulent avoir plein de fonctionnalités. Et donc on était parti là sur plutôt des composants tiers, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup le temps non plus de tout refaire, et les composants tiers correspondaient assez bien. Donc on en a testé quelques-uns, on a fait une liste avec ça, permet de faire ceci, cela. En niveau fonctionnalité, on a testé le code et le client finalement a choisi un des éditeurs. Mais ce que m'a dit le client, et il a raison, c'est que ok, j'ai choisi ça, mais ça se trouve, cet éditeur, s'il fait faillite, je fais comment moi pour la maintenance. Et puis si jamais, si l'éditeur, je lui demande une fonctionnalité, là je veux bien acheter, donc il me dit ah oui bien sûr, ça sera dans la prochaine version, mais en fait, en vrai, la fonctionnalité, il va peut-être pas la mettre. Et après, comment on fait on peut pas forcément dériver, c'est des choses. Enfin, faut faire du code un peu crade qui va dépendre des versions. Donc là, il m'a dit, d'accord, je vais partir sur ce contrôle, mais je veux quand même avoir la porte ouverte à choisir un autre. Il avait des contraintes de performance, donc ça nous a permis de choisir telle ou telle grille, parce qu'il y a des grilles qui sont plus performantes que d'autres. Et mieux encore, il m'a dit aussi, ok, donc là je fais du Silverlight, mais ces données, en fait, je veux aussi les afficher de la même manière sur une page web pour les gens qui ont un téléphone portable. Bon, là ça dépasse XAML, c'est quand même plus compliqué. Donc on a travaillé avec l'architecte de chez eux, et on est tombé donc sur ce pattern, qui est le pattern, j'appelle ça UI model, et Thomas appelle ça le pattern wrapper. Donc on a un modèle métier, le modèle qu'on veut afficher. On a un modèle UI qui est une sorte de view model mais plus orienté données. Et on a notre contrôle maître. D'accord ? Donc nous, ce qu'on va créer en tant que développeur XAML, c'est le modèle UI. On va travailler avec les gens qui font le modèle UI plutôt. Et on va travailler sur le contrôle maître. D'accord ? Le contrôle maître, lui, va héberger le contrôle tiers qu'on a choisi. Le premier qu'on a choisi en 2011. D'accord ? Plus tard, on pourra le changer. C'est le but du modèle UI. Quand on va préparer nos données à l'affichage, plutôt que passer directement le modèle métier au contrôle, on va passer par ce modèle UI. Dans le cas d'une data grid, le modèle UI va déclarer
les généralités sur une grille. Qu'est-ce que ce sont les généralités sur une grille? Une grille a des lignes, des colonnes et des cellules. Les cellules, on va dire qu'elles auront un fond vert et une couleur de texte rouge. Bon, c'est pas très beau, mais bon, voilà. Et en fait, on va définir ça hors technologie. Donc du coup, je reçois mon modèle métier, je le transforme en ce modèle UI qui n'est pas lié à une technologie, qui dit, dans ma grille, je déclare cette cellule, cette cellule, cette cellule, et chaque cellule a sa propre couleur, mais une couleur générique, pas une brush, vraiment une couleur. Ensuite, mon contrôle maître, qui est un contrôle XAML dans notre cas, va savoir interpréter le modèle UI. Donc c'est pour ça que j'ai mis myControl, donc contrôle maître, point modèle égale UI modèle. Et il va l'interpréter. Quand je suis en XAML, typiquement, le modèle UI va le prendre et va créer, si j'utilise une data grid, la data grid de WPF par exemple, pour chacune des cellules, il va regarder, il va créer un objet et il va l'assigner comme item source ou comme row, vous pouvez voir, comme row directement dans la data grid, parce que j'utilise la data grid WPF et qu'elle marche comme ça. D'accord ? Si je change de data grid plus tard, hop, je prends un autre contrôle tiers en 2012, j'ai pas à recoder tout ce qui est en vert là-haut. Mon modèle lui reste le même. J'ai toujours le même format de grille, je veux toujours le même visuel, mais du coup mon contrôle maître, je vais l'arranger pour qu'il marche avec le contrôle tiers. Du coup, j'ai que du code graphique, enfin du code lié à l'interface graphique à faire, et j'ai pas à tout retortiller mon modèle en haut et embêter les gens qui s'occupent de la partie métier. Voilà. Donc ça c'est le pattern qu'on a choisi. Et en fait ça, on a pu même l'étendre en ASP.NET donc, avec un contrôle maître qui était finalement fait en JavaScript. Voilà. Donc on passait le modèle UI, on le sérialisait, on l'envoyait à la page et elle pouvait rendre le même modèle UI, mais cette fois-ci avec une techno complètement différente. Voilà. Donc vous pouvez changer à la fois le contrôle, la partie blanche, ou vous pouvez changer la blanche et la bleue. Auquel cas vous pouvez même changer de techno. Donc c'est le pattern qu'on a adopté, ça marche très bien. On a fait ça pour les charts et pour les grilles. Donc ça c'est une option assez intéressante et très extensible. Dernier cas, c'est à la mano. Donc j'ai eu la chance, on peut dire, d'écrire 2 data grids from scratch. La chance, ouais. En novembre et décembre dernier. Alors pourquoi est-ce qu'on écrirait quelque chose from scratch quand on a déjà tous ces composants? La raison principale, c'était les performances. Les composants du marché ou la data grid WPF sont faits pour être vendus et utilisés par le plus de clients possible. D'accord ? Donc elles savent tout faire. Mais pour certains cas particuliers, quand on veut bien se concentrer sur un scénario, elles ne sont pas forcément, même du tout, les plus performantes. Donc pour ces clients-là, typiquement, ce client-là, il avait des écrans, je crois, à 27 pouces, avec des dizaines de milliers de cellules de texte qui peuvent changer en live par un flux en temps réel. Ça, les data grids, on a tout essayé, il n'y en a aucune qui tient bien. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a bien réfléchi, mais on a décidé de faire un contrôle à la main. Donc du coup, un contrôle à la main, ça nous fait faire notre propre panel pour scroller à travers une grille. On a fait une réduction drastique du visual tree en WPF pour avoir des performances maximales qu'on a pu profiler. Vu qu'on avait tout le code du contrôle, on a fait nous-mêmes, on peut le profiler, on sait où on peut optimiser les choses. Il y a eu la gestion de la navigation clavier à faire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du focus clavier en Silverlight en WPF, c'est pas trivial, on a dû la faire. Donc il y a quand même un gros warning de ce côté-là, avant de partir sur votre propre composant. Oui, ça marche au final, hein, mais bon. Il y a quand même un gros warning sur ce choix-là. Même pas de soit. Il faut que votre équipe de développement ait vraiment des gens très, très expérimentés en XAML, en WPF. Sans quoi, il vaut mieux choisir une des 2 autres options. Voilà. Donc il faut faire très attention. C'est typiquement l'effet tunnel sur ce type de développement. Oui, la data grid va marcher, ouais, je vais le corriger, etc. Mais quand tout est à vous, c'est très dangereux. Donc, voilà. Mais pour les performances, des fois, c'est la seule solution. Il y a un autre point sur la création de contrôles. Donc, que vous réutilisiez des contrôles, vous fassiez les vôtres, vous retemplétiez des contrôles existants,
au final, vous allez créer un framework. Quand vous faites une application d'entreprise, chaque application, finalement, a sa façon de développer. On a un coût d'entrée. Vous avez un développeur qui part, un autre qui arrive dans l'équipe. Il faut le faire monter en compétence sur la façon dont vous développez vos vues. Quel est son coût d'entrée? Quelles sont les fonctionnalités implémentées? Votre projet vit. Il y a des fonctionnalités qui sont rajoutées, supprimées au fur et à mesure. Et est-ce qu'il est vraiment réutilisable? Parce qu'un développeur aime bien faire du réutilisable, c'est comme ça. Ce que je recommande dans ce cas-là, c'est de créer une solution à côté de votre projet principal qui va tester uniquement les contrôles graphiques. Je sais, si vous utilisez le WPF Toolkit ou le Silverlight Toolkit, c'est exactement ce qui est fait. Ces toolkits proposent des contrôles en plus de WPF et de Silverlight, et vous avez un projet d'exemple qui démontre toutes les fonctionnalités avec des exemples de code. Ça a plusieurs utilités, que vous le fassiez vous-même pour votre application en entreprise. Ça permet de tester instantanément vos développements. Dans le cas de la data grid, par exemple, est-ce que je veux, quand je fais un changement de code dans ma data grid, faire F5, lancer la vraie appli, me loguer, me connecter, charger les données, voir que ça ne marche pas. J'ai perdu tant de compilation, tant d'ouverture du scénario. Si vous avez un projet on appelle ça contrôle test, comme dans le Silverlight Toolkit, vous avez la liste de tous vos contrôles directement accessibles en un clic, avec toutes les fonctionnalités démontrées. Vous pouvez tester. Deuxièmement, il y a un développeur qui arrive dans votre équipe. Il veut savoir comment ça marche les contrôles. Est-ce que c'est mieux qu'il aille dans votre application, avec toute la complexité métier, chercher le bon truc et le cas particulier finalement, parce que chaque utilisation est un cas particulier, ou est-ce que c'est mieux qu'il lance le programme d'exemple, il voit exactement ce que ça sait faire, et il a des exemples de code directement accessibles, comme une vraie doc, quoi. Au final, au début, on a l'impression de perdre du temps, mais en vrai, vous allez en gagner, mais vraiment énormément. Il y a un des clients, par exemple, il mettait 4 minutes à compiler son shell, à chaque fois qu'il faisait un changement de code. Ça lui a sauvé la vie. Ça évite aussi les dépendances accidentelles entre vos contrôles et les objets métiers, etc. Il est quelle heure, là? Il nous reste 5 minutes. Tu nous fais les démos? Oui, je vais faire une démonstration sur l'asynchronisme, une démonstration rapide. Vous connaissez tous En Silverlight, en général, vous n'avez pas trop le problème. En WPF, par contre, vous pouvez faire des choses synchrones. Typiquement, je clique sur rechercher, ça fait une recherche en base de données, ça remplit une grille. Si on ne fait pas attention, quand on clique sur rechercher, ça bloque toute l'interface graphique. Ça bloque le thread UI. Ça bloque le thread UI. Voilà, le thread UI, c'est le thread de l'application qui est responsable de dessiner. Je crois que j'ai plus de piles, ça tombe bien. Hop. C'est pas grave. Je vais te laisser manger ça. Donc là, j'ai fait une application. Alors. Est-ce que vous avez bien quand vous utilisez un logiciel et que tout d'un coup, ça bloque, l'écran devient le fameux truc blanc là. Voilà. Et en haut, c'est marqué Not Responding. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Beaucoup de gros mots. Vos utilisateurs, c'est pareil en fait. Quand votre application, pour eux, elle se met à friser, ça les énerve, ils la ferment, ils ne l'utilisent plus. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Et quand ils sont forcés de l'utiliser, ils vous détestent. Bon, c'est le choix. Donc pour pallier ce genre de choses, il y a effectivement alors là, j'ai fait une application, l'asynchronisme. Un exemple. Donc là, j'ai une liste, et quand je clique, j'ai quelque chose qui va calculer pour écrire le nombre que j'ai choisi en chiffre romain. Bon, en vrai, c'est instantané, mais j'ai mis un trait de point slip pour montrer. Imaginons qu'on va le chercher en base de données ou par un web service. Et si on bloque le trait UI, donc là, je suis là, je clique un peu partout, ça répond plus. Je peux même plus bouger la fenêtre ici. En gros, je suis énervé en tant qu'utilisateur. Donc comment faire mieux? Alors, comment faire mieux? Vous avez plein de choix maintenant. Donc, déjà, si vous faites de l'asynchrone, votre application répondra tout de suite. L'utilisateur, il sera en confiance. Il aura l'impression d'avoir le contrôle de l'application. Il aura l'impression que c'est performant. Si vous faites un test, vous verrez que c'est mieux d'avoir une barre de progression pendant 2 secondes que d'avoir l'application qui gèle pendant une demi-seconde. Ça, vous pouvez faire le test avec n'importe qui, c'est sûr il va vous dire que c'est mieux d'être informé qu'il y a quelque chose qui se passe. Il aura une impression de qualité et il aura confiance en votre application. En .NET, vous avez énormément de façons de faire ça. Donc vous avez les background workers depuis Windows Forms, vous avez les tasks maintenant depuis .NET 4, vous avez en WCF la génération des proxys qui sont en async, donc qui ne bloquent pas les threads et qui reviennent quand ils ont fini uniquement, et vous pouvez même faire des threads à la main. Les façons de montrer qu'il y a quelque chose qui se passe par une progress bar, un sablier ou par une status bar en bas qui vous dit chargement en cours.
Donc cette application, très simple. Donc j'ai une vue ici qui est un view model. Donc le view model, on est en view first. Tac. Voilà. Donc quand on va changer notre sélection dans la list view, dans la list box, il y a cette commande qui s'exécute. Cette commande, elle fait supercomputation.compute. En fait, ça va juste me renvoyer le chiffre romain. Et ça va bloquer mon thread UI. D'accord? Parce que ça dure 2 secondes. Donc, il reste 2 minutes, donc je ne vais pas faire le code en live. C'est dommage. Donc là, j'ai une version async qui utilise les tâches. Par contre, je vais vous la décrire brièvement. Donc, quand la personne va choisir un élément, je vais mettre le résultat à rien. Je vais passer la variable isLoading à true. IsLoading à true, grâce au behavior et au visual state. Ça, je suis dans Blend. Donc ça, c'est ma vue. Quand isLoading passe à true, j'ai ce petit truc ici, cette progress bar. Et quand c'est pas loading, j'ai le résultat ici et la liste ici. Donc vous voyez, quand même, les states, c'est sympa à éditer. Voilà, et puis là vous verrez, il y a une behavior qui permet de faire ça, ici. Voilà, j'ai les triggers et les behaviors. Donc par exemple, quand mon binding isLoading vaut true, donc dans mon view model, je vais dans le state isLoading, sinon je vais dans le state not isLoading. Donc c'est ici que ça se passe. Donc quand je passe isLoading à true ici, automatiquement mon XAML va se mettre avec une barre de progression. Ensuite, je crée une tâche. Donc une tâche, ça permet de faire du multithreading, mais plus compréhensible et plus gérable en .NET, depuis .NET 4 et Silverlight 5. Donc, je fais un start new de ma fameuse méthode qui bloque. Mais là, ce que va faire .NET, il va me prendre un thread du thread pool. En gros, il va me créer un thread. Et il va exécuter ça dans cette tâche de fond. Donc du coup, le thread qui est responsable de dessiner l'interface graphique, lui, il est libre. Et quand c'est fini, donc je vais continuer avec mettre le résultat dans la variable résultat, donc comme ça mon XAML l'affiche, et je vais passer isLoading à false pour enlever la barre de progression. Voilà, je clique ici, ça compute. Voilà, c'est quand même plus sympa, en plus je peux bouger la fenêtre. Je peux faire autre chose. Ce qui est important derrière, c'est que ça bloque pas le thread UI. Donc, l'utilisateur, il peut recliquer sur d'autres éléments dans l'interface graphique. Voilà, il n'a pas l'impression que c'est bloqué et il n'est pas frustré en fait. Et dans le visual state, si je voulais pas qu'il reclique sur la listbox, je peux dire que dans le visual state isLoading, je mets isEnabled à false sur la listbox, comme ça il ne pourra pas faire d'autres choses. Donc on a quand même une expérience utilisateur largement meilleure et finalement, c'est pas forcément très compliqué ici. Avec les tasks, c'est même facile. Alors il y a un problème qui se pose cependant. Donc là, vu que j'ai pas désactivé la listbox, je peux faire ça. Et là, je vais avoir plein de résultats. Tac, 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 tac. Donc là, c'est pas trop grave, mais imaginons que je fais un appel en base de données, ou pire un appel de web service. À chaque fois que je vais changer d'item ici, je vais faire un appel, et puis finalement, le résultat, je m'en fous, puisque c'est le dernier qui m'intéresse, n'est-ce pas? Donc ce que vous voulez pas, c'est que l'utilisateur fasse ça. Et là, j'ai déclenché 14 000 appels à mes web services, et donc je vais me faire gronder par Thomas. Voilà, donc là, on voit bien que tout change, etc. Donc pour ça, on a une technique qui s'appelle le throttling, qui est disponible directement dans WPF 4.5, mais je ne l'ai pas ici 4.5, donc je vais vous le montrer avec... Oups. Je vais vous montrer avec un throttle command ici. Donc l'idée, là c'est une implémentation, vous pourrez trouver l'implémentation sur mon blog, mais il y en a plein d'autres. La version throttlée, ce qu'elle fait, elle va dire que en fait, je n'exécute la commande qu'au maximum une fois toutes les 500 millis. Ça veut dire que je me balade, ça fait rien, et à chaque fois que j'ai changé d'item, je reset, je réinitialise le timer, un timer. Et le timer, quand il atteint la fin, donc c'est-à-dire la 500 millis dans mon cas ici, là, il va exécuter l'appel. Donc ce que ça fait, au final, je suis là, je fais ça, hop,
je me balade. Et là, normalement, il devrait m'afficher que 930. Voilà. Il n'a pas fait les appels parce que j'ai un timer justement qui évite d'avoir trop d'appels qui sont faits comme ça. Donc ça s'appelle un delay binding en WPF 4.5. Oui, c'est une Voilà. nouveauté. Et donc vous pouvez avoir cette session si vous voulez d'autres démos de ça. Donc c'est important aussi d'avoir ce principe-là. Voilà. Parce qu'on voit, malgré tout, depuis le temps qu'on parle de l'asynchronisme, je rencontre quand même encore des cas où les applications se figent et ça a le long de m'énerver en fait. Moi aussi. Et toi aussi. Alors je vais vous faire une dernière démo. En 2 minutes. En 2 minutes. Oui. Ça s'appelle du throttling. Ouais, c'est pareil en fait. Throttling, c'est le nom général en fait. C'est le nom générique, vous l'avez. Ah, elle est là. Ça s'appelle throttling, comme ça. Et vous pouvez aller sur blogs.ms. Là, j'ai un exemple de throttling. J'appelle ça limiteur en français. On va trouver mieux comme nom. Voilà. Alors, gestion élégante des erreurs. Vous avez fait des applications d'entreprise, donc forcément, vous avez des erreurs, des fois inattendues, que vous ne gérez pas. Relativiser, quand vous avez ce type d'erreur. Donc, vous avez des endroits dans le code .NET où vous pouvez avoir des unhandled exceptions, et là, vous pouvez mettre du code. L'important, quand vous avez ce type d'erreur, elles ne sont pas prévues, donc essayez de récupérer les traces. C'est toujours utile pour débugger. Et invitez l'utilisateur à vous communiquer ses erreurs, et en même temps, vous pouvez profiter de cet affichage pour le rassurer. Concrètement, ce que vous pouvez faire lors d'un plantage inattendu, vous pouvez envoyer la stack par email, copier dans le presse-papier si vous êtes en debug, mettre quelque chose dans le journal des événements, ou même, mieux encore, faire une capture d'écran du dernier moment où vous aviez planté. Très pratique pour savoir, vous développeur, qu'a fait l'utilisateur pour faire planter l'application en fait. Voilà. Alors, set as startup project. Donc j'ai fait du Silverlight un peu pour changer, parce que c'est quand même une section. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vois souvent dans les applications. Il y a une erreur et je vois ce truc-là. Bon, moi je suis développeur, ça va, je m'en sors. Je suis l'utilisateur, je fais mais c'est quoi ce geek? Pourquoi il me donne ça? Moi je vais lui envoyer. Déjà, je le contacte comment pour lui dire que ça marche pas? Et voilà. Et puis après, quand je vais l'avoir au téléphone, je vais faire mon scénario et puis j'arriverai plus à le faire planter, n'est-ce pas? Bon, ça c'est ce qui est pas bien. C'est ce qui est pas bien. Alors, en Silverlight, en WPF c'est très semblable. Plutôt qu'avoir un message box qui montre l'exception comme un malpoli, on peut faire des jolies fenêtres. Ça prend pas beaucoup de temps, ça m'a pris une demi-heure hier. Ah, faut le lancer sans debug sinon ça s'arrête. Pourquoi je peux pas faire stop là? Debug, stop, CTRL F5. Check. Voilà. Ça, c'est une fenêtre d'erreur qui m'invite à plusieurs choses. Déjà, une erreur inattendue, mais quelque part, j'ai préparé le coup. Donc, j'ai un logo, j'ai quelque chose de sympa. Faites-nous parvenir les informations ci-dessous. J'ai une stack trace ici. Ça, je suis en mode développeur, d'accord? Je peux la copier dans le presse-papier. Voilà, si je suis un développeur, c'est sympa parce que du coup, j'ai la stack ici, je peux l'envoyer facilement à quelqu'un d'autre ou à moi. Ou tu peux directement l'envoyer par email. Ou je peux l'envoyer par email. Hop. Voilà. Voilà, ça envoie à Lucas TechDay, j'envoie la stack, j'ai déjà à qui envoyer, j'ai juste à faire envoyer. Et le smiley, il est content parce que quelqu'un m'a envoyé la stack. Et du coup, vous pourrez faire des stats d'erreurs très facilement. Et l'utilisateur, franchement, il voit ça, il a envie de participer parce que finalement, cette application d'entreprise, il l'utilise tous les jours. Et quand on nous fait parvenir à ça, développeur, ça nous permet de faire des statistiques sur ce qui plante et de corriger les choses qui arrivent souvent, plutôt qu'un message vague qui dit « Ah, j'ai cliqué là et ça a planté. » Super. On peut pas reproduire. Voilà. Donc ça, c'est pas vraiment du XAML, mais c'est quelque chose qui est très important en fait dans vos applications. Faire que les utilisateurs puissent se sentir impliqués et et participer en fait à la vie de l'application, puisque c'est quand même eux qui la font vivre au final. Oui. Oui, j'ai créé une child window, j'ai créé une fenêtre. C'est une child window Silverlight en fait. Il l'a appelé error child window. En WPF, après, il l'a designé et c'est tout. Je suis allé dans Blend et voilà. Donc voilà. Autre session intéressante, donc tout à l'heure, dans une heure. 50 minutes. WPF 4.5, quoi de neuf pour les développeurs. Donc je pense que ça vous intéressera. Et à 14h30, là ce sera plutôt une session à moi où on fera du profiling mémoire et de la chasse aux fuites mémoire sur des applications XAML. Donc c'est niveau 400, donc assez technique. Je vous invite à venir.
parce que je suppose que vous avez déjà eu des fuites mémoire ou des problèmes de mémoire avec les applications .NET, et ce sera l'occasion de voir quels outils utiliser. Merci Voilà. beaucoup. Bonne journée et bonne continuation. Merci.